ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. La Saint-Valentin, l'occasion pour beaucoup de couples de passer un bon moment, de se rappeler l'amour qu'ils se portent. Pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi l'occasion d'offrir à son ou sa partenaire un petit cadeau symbolisant l'amour. Pour d'autres, c'est le moment de se remettre en question, de ne pas vouloir tromper ses sentiments ou ses envies. Malheureusement, pour certains d'entre nous, la Saint-Valentin est donc un jour de tristesse suite à la décision de séparation que le partenaire aura prise, ou pire encore. L'histoire dont je vais vous parler est assez récente. Le jugement n'ayant eu lieu qu'en 2023 et n'a pas fait non plus de scandale médiatique. L'affaire est restée plutôt discrète. Pourtant, il aura fallu un sacré courage et sang-froid à Jennifer pour passer à l'acte. Bienvenue dans l'histoire vraie de l'empoisonneuse de la Saint-Valentin. C'est à Neu-les-Auxy, une petite ville du Pas-de-Calais, que Jennifer grandit avec ses parents et ses deux petites sœurs. Petites sœurs que Jennifer s'occupe très régulièrement pour aider sa mère. Une tâche pas facile pour une enfant, mais elle n'a pas le choix. La vie n'est pas facile dans cette maison. Jennifer subit sa vie, elle n'est pas heureuse, et rien ne va vraiment bien dans cette famille apparemment. Je n'ai malheureusement pas trouvé les raisons du mal-être de la famille, mais nous savons que Jennifer est restée traumatisée de la tentative de suicide de son père, car c'est elle qui l'a trouvé pendu et lui a sauvé la vie en le décrochant. Elle fut ensuite placée en famille d'accueil. Jennifer n'aura pas eu une adolescence très épanouie. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle rencontre Bruno, celui qui deviendra son compagnon et le père de ses deux filles quelques années plus tard. Bruno est plus âgé de 4 ans. Jennifer voit en lui son sauveur. Elle en est folle amoureuse. Le jeune couple loue un appartement à Saint-Paul. L'équilibre de son quotidien est mis à mal par les addictions à l'alcool et à l'héroïne de monsieur, tandis que les problèmes financiers s'accumulent jusqu'à l'ouverture d'un dossier de surendettement. Jennifer ne supporte plus. C'en est trop pour elle. Marre de la violence, des abus sexuels et de s'occuper de ses deux filles, âgées de 2 ans et demi et 7 mois. Seule. Bruno ne fait absolument rien pour l'aider. Elle veut le quitter. Mais suite à la réaction de Bruno, c'est un tout autre plan qui est mis en place. Le 13 février 2018, le couple va faire quelques courses en prévision de leur soirée de la Saint-Valentin. Pas grand-chose au menu. Ils n'en ont pas les moyens. Des bières pour chacun, des sandwichs au thon et des bananes à tremper dans du chocolat qu'ils ne mangeront jamais. En fin d'après-midi, Bruno, qui n'a plus le permis, envoie Jennifer racheter des bières. Elle s'exécute, bien qu'elle dénoncera que ce sont les alcoolisations à répétition de son compagnon qui ont fait vaciller leur couple. Elle achète aussi une flasque de Porto. Une fois leurs deux filles au lit, elle lui signifie sa volonté de rompre et de partir. Bruno lui répond « Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Si tu fais ça, il te faudra beaucoup de flics pour récupérer tes enfants. » Vers 22h, la jeune femme s'éclipse dans la salle de bain, à l'étage, en cachant des médicaments, la flasque de Porto et un rouleau à pâtisserie dans sa robe de chambre. Elle broie des dizaines de cachets de méthadone et d'antidépresseurs, qu'elle glisse dans la bouteille. Puis redescend dans la cuisine, fait mine de boire et tend la bouteille à son conjoint.
Environ 15 minutes après avoir bu le fameux cocktail, Bruno ne se sent pas bien. Il vacille. Assise face à lui, Jennifer lui pince le nez et bloque sa mâchoire, jusqu'à son dernier râle. Le père de famille s'affaisse sur sa chaise. La mère monte chercher ses enfants et les installe dans la voiture pour partir chez ses parents à Saint-Paul. Entre-temps, elle a modifié la scène de crime, de sorte à rendre crédible un suicide consécutif à une dispute. La thèse de l'homicide maquillé en suicide a fait long feu. Des détails ont éveillé les soupçons des enquêteurs, et le père de l'accusé est rapidement passé aux aveux, lui qui l'avait entendu lui annoncer « J'ai crevé Bruno ». Le soir du 14 février, Jennifer se livre à son tour face aux gendarmes. « Je vais tout vous dire », leur déclare-t-elle. Elle explique le déroulé de la soirée et la déliquescence de leur couple. En grande difficulté financière, ce qui avait donné lieu à l'ouverture d'un dossier de surendettement un peu plus tôt. Après 5 ans de détention provisoire, durant lesquelles elle aura fait 7 tentatives de suicide, le procès s'ouvre le 28 février 2023. Jennifer sera jugée le 3 mars 2023 devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. À 30 ans, Jennifer écope de 16 ans de prison sans possibilité de libération anticipée. Lors du procès, elle déclare « Ça m'a cassé la tête, j'ai pété les plombs. Je voulais mourir, je n'en pouvais plus de souffrir, j'étais à bout. Ma vie était insupportable. Depuis la naissance de notre deuxième fille, j'avais du mal à tout gérer. Je n'avais jamais de pause. J'étais sous antidépresseurs et anxiolytiques. J'ai perdu les pédales, complètement. Je me suis isolée dans la salle de bain avec la flasque de Porto. J'ai pris le rouleau à pâtisserie que j'avais caché et j'ai écrasé les cachets que j'ai mélangés avec le Porto. Je suis redescendue et j'ai fait semblant de boire. J'ai ensuite tendu la flasque à Bruno. Il a bu plus de la moitié cul sec. Au bout de 15 minutes environ, il a commencé à vaciller. Je l'ai assis sur une chaise dans le séjour. Il m'a dit « Tu ne m'as pas fait ça. Tu es ma femme quand même. » Je n'étais pas heureuse. Bruno a été retrouvé décédé par asphyxie avec 2,97 grammes d'alcool dans le sang à l'âge de 29 ans. Comment expliquer un tel geste ? Pour son avocat, maître Loïc Bussy, sa cliente était dans un trou noir et tuer son compagnon était la seule solution qu'elle ait trouvée car elle ne voyait plus la fin. La fin d'un long calvaire, affirme Jennifer. Selon ses déclarations, son compagnon était violent et les disputes conjugales fréquentes. Une version contredite par maître Vincent Deblicky, avocat de la famille de Bruno. Il a déclaré « Peut-être que la difficulté au quotidien et les fins de mois qui commencent le 15 ont généré des douleurs et des souffrances. Mais on ne peut pas dire qu'on est face à un couple avec des violences réciproques, des blessures, des marques, des certificats médicaux et des plaintes. Ça ne résulte pas de ce dossier. Elle est intelligente, elle a organisé tout ça et elle est allée au bout de son raisonnement. » Lors du procès, la succession de témoignages dépeint Jennifer comme une femme de plus en plus isolée, qui a fui ses problèmes de famille pour en trouver d'autres, et qui n'a pas de vrais amis pour en parler. Elle évoque sa descente aux enfers. Elle décrit des violences physiques, psychologiques et sexuelles imposées par son conjoint, sans avoir déposé plainte à l'époque pour ces motifs. Et sans que ces accusations soient clairement confirmées par l'entourage du couple, la présidente le lui fait remarquer avec insistance. Le couple était à la dérive. « Je n'étais pas heureuse », répète l'accusée. Elle ne l'a sans doute jamais vraiment été. Tout au long de l'après-midi, le tribunal s'est penché sur l'histoire de la jeune femme. Le récit de sa jeunesse a planté un décor de misère sociale et affective, sur fond d'alcool et de violence au sein du couple. Ses parents l'ont présentée comme une enfant sans problème, qui s'occupait de ses 2 sœurs, en minimisant la détresse ambiante et en omettant de parler d'une agression sexuelle finalement reconnue face aux questions de la présidente. Oui, des violences existaient au sein du couple, mais non,
Elle n'était pas une femme battue, avait soutenu l'avocat général dans sa plaidoirie. Il avait invité les jurés à ne pas inverser les rôles. Jennifer n'est pas la victime, c'est elle qui a tué son compagnon. Le verdict prononcé est un peu plus clément que les réquisitions prononcées dans la matinée. L'avocat général avait requis 17 ans de réclusion. La Cour a retenu l'altération du discernement de Jennifer, une personne au profil psychologique particulièrement fragile, qui a fait plusieurs tentatives de suicide depuis son incarcération. En plus des années de réclusion, la Cour a également prononcé l'obligation d'un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 5 ans et l'obligation de suivre une formation ou une activité professionnelle. En revanche, contrairement aux réquisitions de l'avocat général, les jugés n'ont pas retiré à Jennifer son autorité parentale. Sans aménagement de peine possible, Jennifer sera libérée en 2039, à l'âge de 46 ans. C'est ainsi que se termine la terrible histoire de l'empoisonneuse de la Saint-Valentin.